Bonsoir Marie, je suis super contente de te recevoir au micro de Mage. On va parler ensemble ce soir. Avant qu'on plonge dans des outils concrets, on est obligé de faire face au constat vertigineux avec des chiffres. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux des violences sexuelles faites aux enfants en France ? Et est-ce que tu as une idée du nombre de victimes et de l'ampleur du problème, toi ? Oui, alors de ce que je comprends, les chiffres que j'ai vus pour la France, on parle de 160 000 enfants par an en France. Et on entend souvent le chiffre aussi, ça représente environ un enfant sur 5. Donc, c'est-à-dire que des enfants en dessous de 18 ans, ça peut être des plus jeunes, ça peut être des plus âgés, mais qu'on sait que généralement, ça se passe au sein du cercle proche. Donc, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage. Et avec les plus jeunes enfants, c'est même principalement, généralement, l'entourage proche de la famille. Ok, donc les chiffres sont alarmants aujourd'hui en France. Au-delà de la France, ces chiffres, on les revoit, même quand on regarde les statistiques en Europe, on les regarde en Amérique du Nord. Ça reste des chiffres assez communs, malheureusement. Ok, donc il n'y a pas de véritable différence en fonction des pays ? En fait, on n'a pas beaucoup... Enfin, les chiffres qu'on a, on entend toujours souvent les mêmes chiffres, mais il n'y a pas énormément de recherches. De nouveau, on n'a pas une bonne idée parce que, forcément, on n'en parle peut-être pas directement. On ne sait pas vraiment quantifier. On ne sait pas ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Donc, on a une idée approximative, mais il y a même des chances que le chiffre il soit plus élevé que ça, finalement. Ça ne m'étonne pas qu'il soit finalement plus élevé, qu'on ne voit que la partie supérieure de l'iceberg. Voilà. Alors, tu viens d'écrire un livre capital pour outiller les parents afin d'établir des discussions avec les enfants dans le quotidien. Pourquoi c'est essentiel de parler tôt à nos enfants de leur corps, de consentement, de sexualité ? Pourquoi ? Justement, donc, à mon sens, il y a vraiment 3 piliers importants. La première chose, c'est simple, c'est le droit de l'enfant, de comprendre comment fonctionne son corps, qu'on parle des sentiments, du monde qui l'entoure, de comment ça fonctionne. C'est des choses basiques finalement sur son corps, sa vie, le monde qui l'entoure. La deuxième chose, en tant que parent, même en tant que on s'occupe d'un enfant, ça permet d'avoir un lien de confiance. On a ces conversations, on a des conversations depuis le début. Ça veut dire que si l'enfant il a une question, il a peur, il y a quelque chose qui se passe, on est là, on a ce lien de confiance, c'est pas quelque chose qui est tabou. Et puis le troisième pilier, c'est ce dont on parle, c'est la prévention des violences. Donc c'est qu'à partir du moment où tu sais que ton corps t'appartient, que tu as les bons termes pour exprimer les parties de ton corps, que tu connais tes ressources, que tu sais que ce que quelqu'un te fait quelque chose, c'est pas ta faute. Mais là, tu as plus tendance à pouvoir exprimer si jamais il s'est passé quelque chose ou que quelqu'un a essayé, par exemple, de toucher tes parties privées, de toucher ton corre. Ok. Et tout ça, on peut le commencer à partir de quel âge ? Finalement, en fait, on peut commencer depuis le début. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Si on parle de respect de l'intimité, du corps, c'est des petites choses d'expliquer, en fait, même avec un bébé, ce qu'on est en train de faire. Et ça, je sais que ça fait souvent rigoler en disant on va pas expliquer qu'on est en train de changer la couche. Oui, on peut expliquer qu'on est en train de changer la couche. Et ça met finalement l'idée assez basique que c'est pas parce qu'on est un adulte ou c'est pas parce qu'on est le parent qu'on a un accès au corps de l'enfant. Donc on exprime, on met les mots aussi, on peut poser les mots. Là, c'est le pénis, c'est les fesses, c'est la vulve, ce qu'on est en train de faire. Et donc, oui, ton intimité, c'est ton intimité. C'est pas parce que t'es mon enfant que ton intimité m'appartient. Et donc là, déjà, on met les bases. Et au fur et à mesure, on peut continuer à avoir cette conversation. Ton corps, c'est à toi. Les parties privées, personne n'a le droit de les toucher. On peut mettre un petit peu les barrières en disant, si y a quelque chose qui gratte, etc., tu as besoin qu'on t'aide, oui, on peut regarder. Mais sinon, il n'y a aucune autre raison que quelqu'un a besoin de regarder, de toucher tes fesses, ton pénis, ta vulve, etc. Donc vraiment, on commence avec ces petites choses-là. Et je pense que même toi, tu l'exprimes très bien avec même les signes. Oui. Qu'on peut expliquer aux enfants dès le début qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de dire stop, d'exprimer leurs limites personnelles. C'est-à-dire, moi, j'ai envie que ça continue, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai plus envie, oui, j'ai envie. C'est assez simple. Donc, on peut commencer dès bébé. Voilà. Je me rappelle que j'avais appris une formulation quand j'amenais ma fille, que j'allais la changer. Je lui disais, je vais te changer, tu es d'accord ? Et c'est une question qui restait forcément sans réponse sur un bébé de quelques mois ou de quelques jours. Mais il y avait quand même cette intention de lui demander, pas de lui imposer. Et c'est important de pouvoir faire ça dans le quotidien. Ça commence à les amener sur cette notion de consentement.
Oui, puis c'est une habitude aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui le fait sans demander, il va dire, c'est bizarre. Normalement, on demande. Là, tout d'un coup, il y a aussi une alarme qui va peut-être arriver en disant, pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette personne a accès à mon corps sans me demander? C'est pas normal. C'est ça vient leur mettre cette alarme qui va s'allumer et qu'on va voir un petit peu plus tard, mais qui leur montre que la situation, elle n'est pas normale. C'est ça. Est-ce que de ne rien dire, finalement, à ces enfants, ne pas avoir ces conversations-là, est-ce que ça les rend plus vulnérables? On le sait, de nouveau, c'est que finalement, quand on donne les outils aux enfants, ça veut dire qu'on leur donne quoi comme outil? On leur donne l'outil d'utiliser les bons termes pour les parties de leur corps. Donc, de pouvoir exprimer s'il y a quelque chose qui ne va pas, si ça gratte, si on a touché une partie en particulier. On leur donne les ressources. Donc, qu'est-ce que tu dois faire si jamais il y a quelqu'un qui a essayé ou qui a touché tes parties privées? À quelle personne tu peux aller parler, etc. On explique aussi que c'est pas normal et que c'est pas de ta faute. On va développer un peu tout ça, mais que, voilà, il y a des choses où l'enfant a compris ces choses-là. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où l'enfant sait ça, mais il y a plus de chances qu'il puisse se défendre, il puisse énoncer ses mots, et donc, il y ait moins de risques, finalement, qu'on se retrouve avec un enfant qui sait pas que c'est pas normal, qui comprend pas, qui pense que on peut avoir un accès à son corps et qui n'en parle pas finalement parce qu'on lui a jamais expliqué que c'était pas normal. C'est une crainte qu'on a tous en tant que parents, qu'il arrive ça à nos enfants. On a quand même cet outil qui est génial de communiquer, d'instaurer des petites conversations. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut saisir finalement dans notre quotidien. C'est pas si compliqué à faire. Mais il y a une question qui revient souvent et qui est beaucoup chez les personnes conservatrices, etc., qui utilisent le mot qu'on finalement on vient enlever cette innocence, qu'on enlèverait une innocence de l'enfant, qu'on viendrait leur mettre des images ou des idées dans la tête qui ne correspondent pas à leur âge, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Mais je peux comprendre, d'une certaine façon. De nouveau, on n'a pas d'exemple, on ne sait pas trop. Mais en fait, de nouveau, c'est que, bizarrement, la prévention des violences sexuelles, c'est un sujet différent de toutes les autres préventions qu'on fait. Parce qu'on fait de la prévention sur plein d'autres choses. On fait la sécurité routière. Oui, t'as appris à tes enfants à regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue. Tu leur as pas dit, sinon tu vas te faire écraser, tu vas être toute plate, t'as pas dit des trucs horribles. J'imagine, je sais pas, mais. Ça m'est peut-être arrivé dans des moments un peu, où ça n'écoutait pas et qu'il fallait un petit peu rentrer une image. Mais voilà, je suis restée soft. Mais c'est pas l'entrée de jeu. On explique la prévention dans plein d'aspects, dans la nourriture, la sécurité routière. Il y a plein de choses dont on en parle. Et donc, de nouveau, c'est pas de dire il faut faire attention, personne peut toucher parce qu'il y a des mauvaises personnes qui peuvent toucher ton corps et il y a des choses horribles qui peuvent se passer. Ça va faire partie d'une petite conversation autour de ça, oui, d'une certaine façon. Mais la grande conversation autour, c'est quoi? C'est ton corps t'appartient. Tu mérites de te sentir bien dans ton corps, d'avoir du bien-être, d'être à l'aise, de savoir qui sont tes ressources, les personnes à qui tu peux parler. Et finalement, c'est toutes ces conversations-là, c'est-à-dire si t'as pas envie qu'on te fasse un bisou, si t'as pas envie qu'on te fasse un câlin, t'es pas obligé. Toutes ces conversations-là qu'on va mettre au fur et à mesure que tu ne dois pas ton affection ou un câlin ou même un toucher physique à une personne parce que la personne t'a demandé. Donc, c'est toutes ces conversations-là, finalement, c'est pas tellement... ça va être un petit peu aussi, s'il y a quelqu'un qui te touche, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, on va avoir ces conversations-là aussi. Mais c'est pas l'idée qu'on va aller leur mettre des idées dans la tête. C'est vraiment leur expliquer les choses de base, adaptées à leur âge et au fur et à mesure. Donc, finalement, on leur enlève pas leur innocence. On vient pas leur mettre des images, etc. De toute manière, on a tous dit, si tu vois un monsieur qui t'offre des bonbons à la sortie de l'école, tu montes pas dans le camion, s'il te plaît. Donc, on a tous eu cette conversation un petit peu avec nos enfants. On vient juste, au travers de discussions, leur apprendre que leur corps, c'est leur corps. Et finalement, dans ton livre, tu en parles super bien. Tu parles du code de la route et de la sécurité routière. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'abordes, tu fais ce parallèle avec la sécurité routière etc. Oui, la métaphore de la sécurité routière, voilà mon gros truc. J'adore les métaphores, ça fonctionne bien pour tout le monde. Mais oui, c'est ça. Donc, juste, on parlait de la sécurité, de dire on apprend nos enfants à regarder à gauche, à droite avant de traverser la rue. Et en fait, de nouveau, tout ce qu'il y a autour, même si on pense à la conduite, oui, tu peux avoir ton permis, tu peux le passer en France, pas 17, 18 ans. Oui, tu peux le passer à ce moment-là, mais
c'est pas une seule conversation qu'on a à 18 ans où on te donne les clés en disant bon allez bonne chance, vas-y, oublie pas la ceinture, hein, donc un petit peu le pendant de oublie pas la capote. Exactement. Et puis il y a des chances que voilà la seule chose que tu as vue c'est Internet, c'est Fast and Furious, c'est des jeux vidéo, bref. Mais voilà, on ferait jamais de cette façon-là. Enfin, ce serait hyper dangereux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis la petite enfance, on en parle. On le met en place. On a les conversations sur comment est-ce qu'on traverse la rue. On s'arrête à un feu rouge. L'enfant, il est dans la voiture. Si on a une voiture, il est dans le siège. On met la ceinture. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Peut-être qu'on a même regardé comment on mettait de l'essence sous le capot. Enfin, toutes ces conversations avant que l'enfant se retrouve même à passer son code, parce qu'on passe le code, à faire de la conduite accompagnée, etc. Donc, on a toutes ces conversations-là en amont. Et c'est la même chose. On ne dit pas qu'on met un gamin de 3 ans derrière le volant. Non. Voilà. On a les conversations au fur et à mesure. Et c'est la même chose avec l'éducation à la sexualité. C'est qu'on ne dit pas qu'on doit avoir des conversations sur le sexe avec des jeunes enfants. Pas du tout. On met les étapes, la sécurité sur, comme on a dit, le corps, le fonctionnement, les stéréotypes. Enfin, on a toutes les relations saines. On va mettre ces choses-là au fur et à mesure. Et l'idée de commencer tout et justement des petites conversations, c'est qu'on y va par étapes, on y va par couches. Même si on parle de la reproduction, on y va par couches. On a une conversation, la deuxième, la troisième. La prévention, c'est la même chose. On va commencer à parler sur le consentement du corps, ton corps t'appartient. Ça va avoir des conversations au fur et à mesure aussi sur les relations saines, le consentement sexuel. On va augmenter ces conversations, on va passer d'une étape à l'autre finalement. Et finalement, les parents qui auraient peur d'en dire trop peuvent complètement se référer à ton livre parce que en fonction des âges, tu as des petites conversations à lancer que j'ai trouvées très pertinentes, qui moi m'aident dans le quotidien avec mes filles. Et comme tu le dis, c'est des petites conversations qui viennent dans le quotidien, comme on le fait finalement avec les voitures, avec d'autres dangers, sans leur mettre des images trop violentes dans la tête ou qui ne sont pas de leur âge. Ça se fait naturellement dans le quotidien. C'est ça, c'est les petites opportunités qu'on prend ici et là. Parfait. Alors, beaucoup de parents ont grandi avec des tabous, tout autour du corps, de la sexualité. Il y a une gêne sur ces sujets-là en France, un petit peu partout ailleurs, mais en France en tout cas c'est bien présent. Et là, on doit tout déconstruire pour nos enfants. Alors, comment on fait pour se lancer ? Si on a ces tabous, qu'on est très mal à l'aise, comment on fait nous-mêmes en tant que parents pour s'y mettre ? Oui, et je pense que c'est finalement, c'est un peu le nerf du problème. C'est l'aspect le plus difficile. C'est que quand je commence à en parler, qu'on a des conversations, c'est de dire, OK, Tess, c'est sympa, voilà, de dire qu'il faut utiliser le mot vulve, le mot pénis, qu'il faut expliquer aux enfants, voilà, avec des termes de spermatozoïdes et de vulve, comment est-ce qu'on fait les bébés, de parler de prévention. Mais moi, on m'en a jamais parlé. Dire le mot pénis, ça me semble vraiment pas du tout approprié aux enfants. Et on n'a pas de modèle. Et c'est ça le plus difficile. Et je pense que l'idée vraiment, et puis c'était la même chose dans le livre, c'est de passer par soi d'abord. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à déconstruire. On a notre idée aussi maintenant d'adulte liée à la sexualité. On a tendance à associer ce mot à plus la sexualité d'adulte. Exactement. Finalement. Et on oublie que... et je sais que parfois, on a de la difficulté à se dire il y a la sexualité d'enfant. Le mot sexualité, c'est pas le sexe. Finalement, ce mot, il pose problème, sexualité. Quand on pense sexualité, on s'imagine une scène porno, alors que finalement, le sexe chez l'enfant, la sexualité finalement chez l'enfant, elle est complètement innocente, elle est complètement naturelle. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Parce que ce mot, est-ce qu'il poserait pas souci ? Ben oui, enfin c'est difficile toujours avec les mots. On en a plein, des mots comme ça qui sont difficiles. Le mot féminisme pendant longtemps, c'était c'est trop extrême, puis finalement c'est devenu plus accepté aussi. Enfin, et puis je suis qu'il y en a tout un autre épisode là-dessus. Mais c'est de se rappeler, voilà, sexualité, c'est pas le sexe. Et finalement, je m'en suis même rendu compte quand j'ai fini le livre, parce qu'il y a les chapitres sur tous les aspects de la sexualité, donc l'intimité, la reproduction, l'identité sexuelle, les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales. Et finalement, le chapitre sur le sexe, je pense que c'est le plus petit chapitre, il fait quelques pages d'en parler, donc c'est vraiment pas le sujet principal. Après, on peut utiliser un autre terme, mais c'est de se rappeler que voilà, c'est que les conversations autour de la sexualité, c'est simplement le fait qu'on est des êtres sexués. On est né avec des organes sexuels, on est né avec des parties génitales, on est né avec une identité, et toutes ces choses-là, elles vont grandir au fur et à mesure. Et donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de celle de l'enfant ? On parle de son rapport à son propre corps. On parle aussi de ce qui va se passer durant la puberté, parce qu'il y a tout
ces moments à travers les hormones sexuelles, qu'est-ce qui va se passer dans le corps, comment est-ce que le corps va changer. Donc on a toutes ces questions-là aussi là qui arrivent. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont liées à la sexualité du corps. Et c'est là qu'on y va par petites étapes. Donc vraiment, c'est, pour répondre à ta question, c'est de se rappeler qu'on a une vision de la sexualité qu'on a construite maintenant en tant qu'adulte et qu'il faut se remettre au niveau de l'enfant qui découvre le monde qui l'entoure. Même la question de comment on fait les bébés, c'est le truc qui met la sonnette d'alarme un peu genre « les bébés, c'est le sexe ». Pas toujours d'ailleurs, de toute façon, mais en plus, pour l'enfant, c'est un peu une question philosophique. C'est d'où est-ce que je viens ? C'est un peu existentialiste comme question. Complètement. Comment est-ce qu'on est arrivé sur Terre ? Donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Et quand je le vois, quand je suis dans des écoles, quand j'en parle avec les enfants, les plus drôles, c'est c'est la vête, les 7, 8, 9 ans. On en parle et je leur dis toujours, on est des scientifiques du corps humain. On fait de la science. C'est ça. Ils n'ont que des questions de science. J'ai fini d'expliquer que le spermatozoïde rejoint l'ovule. Ils sont là, non mais attends. Mais quand il y en a deux, ça fonctionne comment ? Et si le bébé il meurt ? Et s'il y a ça ? Enfin, ils ont toutes les questions vraiment de comment est-ce que le corps fonctionne de la même façon qu'on leur parle de la digestion, du cerveau. Il n'y a pas cette association, nous, d'adultes, qu'on a avec l'intimité et le sexe d'adultes. Et c'est se rappeler ça. Et que si, de nouveau, si on n'a pas les mots, c'est pas grave. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite. Ce que j'encourage à faire, c'est pas forcément d'attendre les questions. C'est de prendre un peu le devant. On peut le prendre avec des petites choses. Et comme tu disais, ça peut être des petits exemples du quotidien. On voit une scène dans un dessin animé où, je sais pas, le prince embrasse la princesse sans lui demander. Blanche-Neige. Voilà. C'est peut-être une occasion aussi de dire, est-ce que tu penses que c'est normal ? C'est des façons de commencer ces conversations-là sans faire un gros truc, entre quatre yeux, au bout de la table. Très malaisant. Donc en fait, si je résume, qu'on n'est pas très à l'aise avec le terme déjà du sexe, faut savoir que finalement ce mot, ça veut pas dire tout ce qu'on en connaît nous en tant qu'adultes, c'est que c'est déjà juste le rapport de soi avec notre propre corps, notre intimité, le côté privé. C'est aussi se dire qu'on met pas directement les pieds dans le plat, surtout avec un enfant tout petit. Donc voilà, rassurez-vous, et puis ça se fait tout doucement. Si vraiment vous avez du mal, prenez le livre de Tessie. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé très, très bien fait. Ça permet de vraiment lever les tabous, de se sentir à l'aise, de trouver plein de pistes pour aborder ces conversations-là avec aussi beaucoup de sources. T'as mis énormément de sources dedans, des flashcodes qui permettent d'avoir des affiches, des livres, enfin bref, il est très, très bien fait. Donc voilà, on a moyen de déverrouiller s'il y a de la gêne. Vous en référez au livre de Tessie. Et puis, s'il y a de la gêne, c'est pas grave aussi, on peut être honnête par rapport à ça. De se dire, oui, peut-être que là, c'est sûr qu'on en parlait depuis le début, on parle depuis qu'ils sont tout petits, puis peut-être qu'on écoute en se disant, tu sais, mes enfants, ils ont 9, 10 ans, est-ce que je suis trop tard, est-ce que je suis arrivée trop tard ? Non, c'est pas grave, on peut être honnête aussi de dire, écoute, en fait, moi, c'est vrai, on m'en a jamais parlé, c'était un sujet assez tabou, et je savais pas trop comment aborder le sujet, mais là, je me rends compte que, il y a des choses que j'aimerais que tu saches, des choses que j'aimerais t'expliquer, et on n'est pas de nouveau obligé d'avoir une conversation, ça peut être... Il y en a, ils sont un peu mal à l'aise, de nouveau, le truc entre quatre yeux. J'avais une collègue, son grand truc, c'était d'avoir les conversations dans la voiture. Trop bien. Parce qu'en fait, t'es pas en vis-à-vis, tu veux pas trop partir non plus, mais tu peux expliquer certaines choses. C'est pas obligé que ce soit dans les deux sens de je pose des questions genre, et alors, t'as une copine, t'as un copain, comment ça se passe, et ton corps, et les changements, et la puberté. Ça peut juste être de dire, moi, je me souviens, c'était chiant, la puberté a commencé, puis j'ai pas tout le monde que ça a commencé, puis moi, c'était plus tard. De parler de son expérience, d'avoir des conversations plus générales et d'y aller, comme tu l'as dit, voilà, on y va petit à petit. On n'est pas obligé de se mettre la pression de se dire il faut absolument là que je parle de tel truc. On y va petit à petit, puis au feeling. Et finalement, si là, les parents qui nous écoutent ont un enfant qui a 10 ans et ils n'ont pas mis en place ces petites conversations, on peut rattraper le train en marche ? Oui, c'est ça. On commence à en parler en disant, justement, on peut parler de sa propre expérience. On peut poser des questions, on peut même parfois se référer. Je trouve avec les ados, c'est pas mal de dire, plutôt que de demander « t'as déjà regardé du porno, par exemple ?» Le truc, on a beaucoup de conversations là-dessus, ça fait peur. De dire « je lisais un article qui disait que maintenant, la première exposition, elle est à 11-12 ans, ça me paraît fou et tout. »
c'est vrai, est-ce que ça se passe comme ça à l'école? Enfin, moi, ça me semble dingue. Donc, ça peut être une conversation comme ça aussi, d'avoir des petites choses. On a lu un article, on a une conversation. Si c'est vraiment, genre, les conversations avec l'enfant, c'est difficile, on peut même avoir une conversation à côté. Tu vois, la conversation d'adulte. C'est malin. Voilà, où c'est... non, mais attends, mais vous y comprenez rien, vous les boomers, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, d'avoir, voilà, ces petites choses, ou même, voilà, des séries, des films, des livres. Hein, on sait, il y a tellement de bons livres, les petits illustrés, les corps, amour et sexualité avec les questions et tout. Ça peut être aussi, on les laisse. On a lu le livre en amont. Et puis, on dit, ah tiens, la question 12, là, c'était intéressant sur les poils et tout. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, ça peut être plein de petites façons dont on peut lancer la conversation sans que ce soit... bon, alors là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle. En général, c'est pas bon signe et ça met tout le monde très mal à l'aise. Voilà. Mais les livres, oui, on les a, nous, utilisés à la maison. On en a mis à disposition. Et je vois ma plus grande aujourd'hui qui, en fonction de son cheminement à elle, va piocher dans les livres, etc. Et répond à ses besoins ou me pose quelques questions quand c'est des questions qu'elle n'a pas les réponses. Ça me fait penser à quelque chose que tu expliques très bien. Des fois, on n'a pas les réponses aux questions. Qu'est-ce qu'on leur répond à ce moment-là? Ça peut être qu'on n'a pas la réponse, ça peut être que c'est pas le meilleur moment. En repas de famille, par exemple. Voilà, ou alors, tu vois, il y a les préservatifs à la caisse automatique. Puis, c'est quoi ça, maman? On en reparlera tout de suite. Donc, ça peut être de dire, écoute, c'est une bonne question. Voilà, de valider la question, de dire, c'est une bonne question, d'essayer de pas être trop choqué. Enfin, voilà, parfois, ça peut être difficile, mais de gérer un petit peu notre réaction et de dire, soit on en parle un peu plus tard, soit là, j'ai pas la réponse, je te reviendrai là-dessus. Parfois, ça peut aussi être de dire, si on n'est pas certaine de comment aborder le sujet, de demander à l'enfant ce que l'enfant sait sur ce sujet. Hein, ça peut être ce que tu sais sur comment on fait les bébés. Oui. Ça te permet un peu de situer déjà, où est-ce que l'enfant a reçu l'information, qu'est-ce qu'elle a entendu éventuellement et tout. Et de clarifier un mot qu'on aurait mal compris. Hein, on a déjà vu aussi des quiproquos avec des enfants qui disent c'est quoi je sais pas, un orgasme, une fellation, et en fait, c'était pas du tout le mot qu'ils avaient entendu, c'était complètement autre chose, parce qu'on peut se dire, mon enfant, il est très jeune, puis il m'a posé une question, là, je sais vraiment pas comment y répondre. Ça avait peut-être rien à voir. Hein. Orgasme, c'était peut-être organisme, et puis voilà, c'était un cours de science. Et c'est devenu orgasme. Voilà, on clarifie le mot, et on va clarifier la question, et on leur demande ce qu'ils connaissent déjà, et on part de là. Et de nouveau, si on n'est pas certain ou certaine de savoir comment y répondre, on prend un peu de recul, on y réfléchit. Si jamais on est rentré dedans et qu'on a commencé la phrase et qu'on s'est cassé la gueule... Ce qui arrive, ça arrive. Et d'un coup, tu te dis, là, je suis partie dans un truc. Je sais pas comment m'en sortir. De retourner plus tard et de dire, écoute, tout à l'heure, tu m'as posé la question et puis je t'ai dit telle et telle chose. Et en réalité, j'y ai repensé et finalement, ce que je pense, c'est peut-être ça ou ça. Hein, peut-être que voilà, on a une réaction peut-être de jugement et on peut rattraper le tir derrière en disant, écoute, finalement, voilà. Donc c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas la réponse. C'est pas grave si on s'est un petit peu trompé, si on pense qu'on était trop loin. On peut en parler, on peut rester sur l'honnêteté de dire, voilà, on ouvre le sujet. Parfois, on sait pas tout. C'est pas grave. Ça fait partie de l'éducation. Voilà. On se plante, on se rate, on sait pas, mais on avance petit à petit. Alors, on imagine souvent que le danger vient d'un inconnu avec sa camionnette qui rôde devant les écoles, mais en vrai, qui sont les agresseurs? Et comment ils s'organisent pour se rapprocher de nos enfants? Ouais, ce qu'on voit, c'est que la majorité des agresseurs, finalement, c'est souvent dans le cercle proche de l'enfant. Comme je disais, ça peut être le cercle vraiment proche de la famille dans les enfants qui sont plus jeunes. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas accès beaucoup à l'extérieur. Et après, dans le cercle proche aussi, genre des amis, quand ils sont un peu plus grands ados, ça peut être voilà des copains, des copines. Donc ça reste quand même le cercle proche. Et on a souvent cette idée de la camionnette. Enfin, personnellement, moi, j'ai grandi dans les années 90 en Belgique. Hein, donc... oui. Okay. Voilà, l'histoire de c'est quelqu'un qui va attraper dans la rue, c'était un petit peu l'idée omniprésente et finalement, ça a aussi pas mal construit les adultes d'aujourd'hui de cette idée-là et c'est de rappeler que oui, ça fait partie finalement du cercle proche et c'est le plus difficile parce que ça va être dans ce cercle-là qu'on doit faire de la prévention aussi. Les agresseurs, qui sont majoritairement des hommes, si je dis pas de bêtises, c'est à 95% selon le dernier rapport de la Civise, et en général, c'est autour de nous.
On connaît l'agresseur, et donc c'est d'autant plus compliqué d'en parler et de pas se laisser finalement manipuler quand on est tout petit, quoi. Ben ouais, c'est ça. Et on le sait dans le cercle, pas forcément si on parle beaucoup des adultes de confiance et de la prévention autour des adultes, et on le sait, de nouveau, c'est pas toujours forcément des adultes. Je pense, alors j'ai plus le chiffre, je revérifie. Je pense que dans plus de 60% des cas, finalement, ce sont aussi des mineurs. Ok. Donc ça peut aussi dans le cercle familial, dans les amis, dans les jeunes autour. Donc c'est ça, de pas toujours dire c'est des adultes qui sont mal intentionnés. Oui, il y a les adultes aussi, mais c'est vrai que dans des grandes différences d'âge entre des enfants, ça fait aussi partie des occurrences. Et est-ce qu'il y a des profils d'enfants plus vulnérables que d'autres à subir ces violences sexuelles et l'inceste ? En fait, c'est que déjà dans le profil, il n'y a pas de milieu spécifique, d'âge spécifique, etc. C'est toute classe sociale. Voilà. Ouais, toutes les classes sociales, un type de famille, etc. Après, c'est un peu ce qu'on discutait au début, c'est qu'un enfant qui a pas forcément des conversations autour de ces sujets-là, qui a pas une notion que son intimité lui appartient, que son intimité lui est propre, j'entends encore quand même beaucoup des parents dire non, un enfant de 4 ans, qu'est-ce que tu me parles d'intimité, t'as pas d'intimité, t'as 4 ans, voilà, tu vois, et cette idée que non, un enfant de 5 ans c'est bon, je t'ai donné la vie, voilà. Donc même si il y a pas peut-être d'agression au sein de la famille là, il y a quand même des choses qui sont mises en place que ton corps t'appartient pas vraiment, il y a les personnes autour de toi ont accès à ton corps. On n'a pas ces conversations là, on sait pas à qui en parler. Il y a aussi les choses que si on vient t'en parler, on ne te prend pas au sérieux. Donc, de connaître les personnes qui vont pouvoir te prendre au sérieux. Donc, évidemment, un enfant qui a aucun de ces outils-là est plus à risque de ne pas pouvoir faire entendre sa voix et surtout de ne pas pouvoir en parler ensuite. Donc, toute l'importance aujourd'hui de communiquer avec nos enfants pour pas qu'ils soient ces cibles potentielles, parce que j'imagine que les agresseurs repèrent un petit peu les enfants qui discutent pas beaucoup avec les parents, qui sont pas à l'aise sur le sujet, où on sent qu'il y a un tabou. J'imagine que c'est plus facile finalement de les agresser. Mais c'est ça, c'est qu'on sait que souvent il y a des tests aussi, donc c'est de savoir, même tout à l'heure on parlait des termes pour les parties du corps, si l'enfant connaît les termes sur les parties du corps, qu'il a des connaissances autour de ses limites, que son corps l'appartient et tout, déjà ça met un petit peu des red flags de dire l'enfant il a ses ressources, de nouveau, l'enfant sait à qui en parler. Après, bien entendu, c'est pas la responsabilité de l'enfant de se protéger, on est bien d'accord, de dire que on veut leur donner tous les outils pour pouvoir se défendre. Mais bien entendu qu'en tant qu'adulte aussi, c'est notre responsabilité de protéger les enfants et que c'est bien entendu la faute des agresseurs. C'est jamais la faute de l'enfant et il faut il faut bien insister là-dessus. Mais il faut donner tous les outils pour que l'enfant puisse mettre ses limites. Et dans les tests aussi, ça peut être on garde des secrets. Est-ce que on connaît les personnes à qui tu peux parler, quelles sont tes ressources, etc. Donc déjà, là aussi, ça va être des choses qui vont être testées. On y va petit à petit avec il faut rien dire, on n'en parle pas, on est amis, on a un lien spécial. Donc il y a cette construction aussi d'un lien un petit peu avec l'enfant d'abord et d'aller tester un peu les limites. Ouais, donc ça fait un terreau finalement, ça, à un enfant qui peut être beaucoup plus cible de ces agressions-là. Plus vulnérable. Tu parlais de l'importance de bien nommer les parties du corps. Pourquoi c'est si important d'utiliser les bons termes et de pas garder zizi, zézette, etc. Pourquoi c'est autant capital pour l'enfant ? Il y a plein de choses. De nouveau, l'enfant a le droit de connaître les vrais termes pour les parties de son corps. On lui donne les termes pour toutes les parties du corps et pas celle-là. Donc déjà, il y a déjà ce truc que c'est quelque chose qui est différent, qui est à part, qui est tabou. On me donne pas les vrais termes, je sais pas comment l'exprimer. Donc de nouveau, le droit de l'enfant de comprendre comment fonctionne son corps et parce que il y a aussi comment est-ce que c'est connecté, parce que si on a la zézette, c'est quelque chose déjà de nouveau un petit peu cette idée de truc Barbie où il y a rien entre les jambes. Qu'on comprend pas que il y a une urètre, il y a un vagin, qu'il y a plusieurs aspects, que comment le corps fonctionne, le pénis, les testicules, donc que l'enfant puisse comprendre son corps de nouveau et l'évolution et de comment en prendre soin. De nouveau aussi, s'il y a des douleurs, tout simplement, il y a quelque chose qui gratte, qui te dérange, mais ça me fait mal là, ou est-ce que ça me fait mal, ça me gratte autour des lèvres, est-ce que ça gratte au niveau du vagin, est-ce que ça brûle quand j'urine ?
c'est des choses qui sont différentes. Donc, on peut exprimer aussi s'il y a des douleurs spécifiques. Et à nouveau, dans la prévention des violences, ça va être de pouvoir exprimer si on m'a touché à tel endroit, est-ce qu'on m'a touché le pénis, on m'a touché les testicules, on m'a touché les fesses, est-ce qu'il y a quelque chose qui, autour de l'anus, dans l'anus. Enfin, on a les termes précis pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment, c'est de l'empouvoirment, c'est de donner à l'enfant tous les outils pour pouvoir parler de son corps et se sentir bien dans son corps aussi. Voilà, de nouveau, si on sait comment ça fonctionne, on est à l'aise avec son corps. C'est plus sain. Ouais. Je me rappelle d'un exemple qui expliquait à un moment donné, au niveau de la justice, il y avait eu des violences sexuelles faites à un enfant, et l'enfant expliquait que je ne sais plus qui, l'agresseur, lui avait touché la banane, et qu'est-ce que c'était la banane. Et à ce moment-là, au niveau même du procès, des preuves, etc., le mot banane, il y a moyen de détruire les arguments, le témoignage de l'enfant juste pour le mot qui n'existe pas, qui n'est pas une partie du corps finalement. Et même au-delà de ça, si l'enfant il en parle, il va en parler à une éducatrice à l'école ou un enseignant et qui va dire on a touché ma banane, on a touché mon jouet, on m'a touché, on a des petits mots pour ça. Ça sonne pas vraiment la sonnette d'alarme, on comprend pas vraiment ce que l'enfant essaie d'exprimer, alors que l'enfant essaie d'expliquer ou de faire un signalement. Et là, on le voit aussi, c'est que s'il a pas les bons mots, il peut pas il peut pas exprimer ce qui s'est passé. Et donc c'est ça que c'est capital. Donc, il est important d'utiliser les bons termes. On en prend l'habitude. Tu donnes l'exemple de se faire une petite liste des termes de la vulve, du pénis, des testicules. Et puis, on se le répète. On se fait des petits exercices nous-mêmes, tout seul. Puis, au bout d'un moment, ça vient naturellement. Moi, j'étais de celles qui ont grandi avec Zizi, Zezette et compagnie. Et qui, à la naissance de ma fille, a complètement basculé dans les bons termes. La vulve, l'anus, les petites lèvres, etc. Et ça passe crème aujourd'hui. D'ailleurs, ça me choque beaucoup plus, l'utilisation des petits noms machin mignons. Ça m'interpelle beaucoup plus et je suis beaucoup plus mal à l'aise avec ça. Donc je sais qu'aujourd'hui, mes filles, elles sont outillées de ça. C'est déjà ça de prix. Oui, c'est vraiment juste une question d'habitude. Parce que c'est vrai qu'au début, ça nous semble bizarre d'utiliser ces mots-là. Puis plus on va les utiliser. Et c'est ça aussi, de nouveau, si tu commences tôt, finalement, comme on disait, tu fais le changement de langue. C'est un peu comme si tu étais toute seule presque. Voilà, tu prends l'habitude de le dire au fur et à mesure. Et puis c'est ça, tu prends le pli. Puis finalement, en fait, c'est un petit peu le nouveau. Plus tu dis le mot, plus il est dénué de son sens presque. On parlait du corps. Est-ce qu'on peut apprendre un enfant à écouter aussi son corps, à se faire confiance au niveau d'une sorte d'intuition, mais aussi des signaux intérieurs quand il est dans une situation qui n'est pas normale? Ils ont un peu quand même des petites antennes, moi je trouve, les enfants. Est-ce qu'on peut leur apprendre finalement tout ça? Oui, en fait, finalement, c'est même pas leur apprendre, hein. C'est d'encourager quand ils les ont. Parce qu'on a beaucoup ce truc, même si on parle du non, hein, il y a la phase du non, et puis il faut passer au-delà du non. Mais non, c'est de renforcer. Quand tu dis non, de dire, c'est valable. On est dans une société où le non, c'est quelque chose quand même d'assez... c'est mal poli de dire non. Exactement. On n'aime pas que tu dises non. Quand tu dis non, en fait, ça met l'autre personne mal à l'aise. Donc, on fait des choix pour pas mettre l'autre personne mal à l'aise, plutôt que de respecter comment est-ce qu'on se sent. Et donc déjà, on va commencer là-dessus. Tu m'as dit non, ok, pourquoi? On essaie de comprendre. Si c'est une conversation autour de l'hygiène, etc., on peut avoir une conversation, on explique pourquoi c'est important. Mais c'est pas, non, tu peux pas me dire non parce que t'es un enfant. Non, t'as le droit de dire non. T'as le droit de mettre tes limites et qu'on les respecte. Et au niveau du corps, et finalement, on s'en rend compte, et c'est presque l'outil, je dirais, le plus important, c'est effectivement de leur faire remarquer comment est-ce que leur corps se sent quand on est mal à l'aise, quand on est content. Genre, comment est-ce que le corps réagit? Parce qu'on l'a dit, on a parlé de quelques techniques que des agresseurs peuvent utiliser pour parler à l'enfant. Il y a plein de choses. Mais le sentiment, l'enfant, genre, il y a un truc qui va pas, l'alarme qui se met. Et je pense on l'a tous. Il y a des moments où on se dit, mais merde, je le sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Dans plein de situations, et j'ai rien dit et tout, j'ai pas osé. Et d'apprendre depuis le début, quand t'as ce truc, genre, t'as mal au ventre, tu te sens pas bien, t'as le cœur serré, t'as la gorge serrée, de reconnaître ces signes, de dire non, écoute, si ça se passe, tu viens me voir, on en parle, même si tu sais pas pourquoi, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu mets un stop, tu viens m'en parler, et de vraiment continuer à non seulement remarquer, mais à écouter quand le corps dit un truc qui va pas, non, j'arrête.
Et là, pour moi, c'est vraiment, c'est l'outil, finalement, c'est l'outil le plus important. À leur dire de s'écouter, Ouais. d'être vigilant à leurs signaux intérieurs. Tu parles aussi du non, de leur apprendre aussi à dire non. Alors, en tant que parent, on l'entend beaucoup, non, pour plein de choses. Moi, je me rappelle quand mes filles étaient très petites et faisaient ce fameux non, très agaçant en tant que parent. Je me disais, c'est quand même je respecte ça. Ça m'aidait à tenir bon, dans le sens où je savais qu'elles étaient quand même bien équipées pour dire un non franc, pour pas que moi, je les fasse plier. Parce que si moi, je les fais plier, qui d'autre les fera plier? Donc, le respect du non, bon, bien sûr, toute proportion gardée, la santé, la sécurité, etc. Où là, on n'a pas le choix. Mais venir dialoguer avec l'enfant, mais ce non est important. Je me rappelle de stages aussi en école où on apprenait aux enfants à hurler non, à faire valoir leur non, parce qu'en tant qu'enfant, ils sont pas assez écoutés, quoi. Oui, c'est ça, c'est de se mettre en position. Et je le fais aussi justement avec les enfants à 5-6 ans. On se met debout. Voilà, on a les mains sur les hanches. Et c'est même pas genre, même sans crier, mais c'est, voilà, je m'affirme. Et comment est-ce qu'on s'affirme? Comment est-ce qu'on se pose en position d'imposer son nom et de dire, non, là, j'ai pas envie, j'aime pas. Et de la même chose, que ce soit ça, que ce soit le câlin à tata que j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai le droit de dire non, de faire valoir mes limites, quel que soit mon âge, quelle que soit ma taille. Et qu'on n'est pas obligé de me faire quelque chose parce que il y a les sentiments de cette personne-là qui va mal le prendre. On n'est pas responsable des sentiments des autres. Et ça, je pense que plus jeune on l'apprend, plus ça va avoir un impact sur le long terme. Parce que quand on parle de consentement au niveau de l'enfance, oui, mais quand on parle aussi du consentement sexuel, qu'on se retrouve pas dans des situations où on se dit, en fait, là, de nouveau, si je dis non, je suis une emmerdeuse, quand même, voilà. C'est cette idée que si on dit non, on va mettre l'autre personne mal à l'aise. Non. En fait, t'as le droit de dire non. Ça veut pas dire, si tu dis non, ça veut pas dire que t'aimes pas l'autre personne, forcément. T'as le droit de dire non sans affecter l'émotion de l'autre personne et le faire travailler pour l'enfant dans l'autre sens aussi. Si quelqu'un t'a dit non, si quelqu'un n'a pas voulu jouer avec toi, si quelqu'un n'a pas voulu prêter son jouet, c'est pas parce que cette personne t'aime pas. C'est pas à toi à prendre ce sentiment. C'est de dire, ça, c'est la décision de cette personne à ce moment-là. C'est pas grave, toi, t'as qu'à faire autre chose. Mais de se rappeler que le non, c'est une information, c'est tout. Travailler le non avec l'enfant, en plus ça résonne jusqu'à toute la vie, notamment en tant que femme. Oui, c'est ça. Alors, il y a un point dans ton livre qui peut être anodin, mais qui a son importance. Moi, je le sais, parce que je te suis et j'ai reçu ces informations-là en amont. C'est le fameux piège du secret. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce piège du secret, le danger? Donc, c'est de faire la différence, finalement, entre les secrets et les surprises. Alors, parfois, on entend aussi parler des bons secrets, des mauvais secrets. J'expliquerai un peu après pourquoi j'aime pas trop en parler de cette façon-là. Mais c'est l'idée, comme on parlait juste avant, de dire que les secrets peuvent être utilisés par des personnes mal intentionnées ou des agresseurs potentiels pour que l'enfant garde des choses, n'en parle pas. Et donc, c'est de dire, c'est un petit secret, c'est entre nous. Et donc, ça peut être avec une chose au début, genre, je t'ai donné un bonbon, voilà, c'est entre nous, tu dis pas à maman, tu dis pas à papa, etc. Et on se rend compte qu'on peut le faire parfois aussi de façon anodine, de dire, non, la vache te donne une petite sucrerie, il faut rien dire. Mais ça peut être utilisé derrière en disant, ok, l'enfant, il a rien dit, on avait fait telle chose. Et donc, de faire monter finalement au fur et à mesure, de dire, t'as pas le droit de le dire, c'est entre nous. Si jamais tu le dis aussi, il y a peut-être des mauvaises choses qui vont se passer. Donc, on construit là-dessus. Et c'est de dire, quand t'es un enfant, on garde pas de secret. Il y a 0 secret. Après, il y a les surprises. Donc, c'est vrai que ça se peut que, on va faire l'anniversaire surprise, voilà. Donc, on va rien dire pendant quelques heures, pendant quelques jours, on le garde secret. On n'en parle pas. Mais c'est quelque chose qui va être joyeux. Et donc, c'est ça, la surprise, c'est quelque chose qui est joyeux. On va le révéler, on n'en parle pas pendant une petite période de temps. Le secret, ça va être quelque chose qui nous met mal à l'aise. De nouveau, on revient à cette idée du corps, je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas, on n'est jamais censé en parler à certaines personnes. Donc, c'est vraiment de faire cette différence-là. Et pourquoi est-ce que j'essaie d'éviter qu'on parle juste de secrets, de bons secrets, de mauvais secrets? Parce que ça veut dire qu'on peut garder des secrets. Ouais. Moi, je préfère te dire, non, les enfants, on garde aucun secret. Si on te dit on t'a gardé un secret,
tu viens m'en parler, ou on en parle aux adultes de confiance. On va garder des surprises, mais pas les secrets. On abolit le mot secret du vocabulaire, aussi, vraiment dans la petite enfance, à ce moment-là, pour éviter que justement ce mot soit utilisé contre eux finalement. Puis finalement, changer ce mot secret, le bannir de notre vocabulaire et surtout de l'utiliser dans le quotidien, c'est pas bien grave, hein, on le remplace par surprise. Si ça peut éviter un énorme levier quand même d'agression derrière, bon, c'est pas cher payé, on dégage le secret, quoi. Voilà. Un des outils que j'ai découvert avec toi, c'est ce qu'on a mis en place à la maison, c'est les adultes de confiance. Qu'est-ce que les adultes de confiance autour de l'enfant ? Ouais, et ben justement, voilà, quand on parle un petit peu de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les adultes de confiance, c'est d'avoir quelques adultes. Alors quand on dit quelques adultes, c'est vraiment, justement, on les compte sur les doigts de la main, qui vont faire partie de ce cercle de ressources, finalement, d'outils de l'enfant. Parce que les ressources, les outils de l'enfant, ils vont grandir au fur et à mesure quand on a accès à des ressources extérieures. Mais là, un jeune enfant, il a vraiment les ressources, c'est les personnes qui l'entourent. Donc, on va établir quelles sont la liste de ces personnes, ces adultes de confiance à qui on peut parler. Et on va leur donner des qualités. Donc, ça ne veut pas dire que tous les adultes autour d'eux sont forcément des adultes de confiance. Toutes les personnes à l'école, toutes les personnes dans la famille. Pas parce que c'est un adulte de ton entourage, c'est un adulte de confiance. Les adultes de confiance, c'est quoi ? C'est une personne qui respecte tes limites. Nouveau, le truc de base. Donc, c'est pas la personne qui dit il faut me faire un câlin, je suis triste, qui force à faire un bisou, etc. Non. On en connaît toutes et tous. Voilà. Donc, c'est pas la personne qui force, c'est la personne qui dit tu veux pas me faire un câlin ? Ok, c'est correct, c'est bon. Ok. De nouveau, là, c'est pas quelqu'un qui va me demander de garder un secret. Donc, de nouveau, si papy est pas mal intentionné, mais il aime bien, faire le truc du petit secret, et qu'il n'arrive pas à s'en décoller de ce truc du petit secret, non. On essaye vraiment d'expliquer que on abolit ce mot de vocabulaire. Donc, c'est pas un adulte qui me demande de garder des secrets. C'est pas un adulte qui me demande de l'aide. Alors, on va expliquer. C'est pas qu'il me demande pas de l'aide de faire la vaisselle, de ranger ma chambre, mais de se rappeler qu'un adulte n'a pas besoin de l'aide d'un enfant pour ses problèmes d'adulte. Ouais, c'est bien différent. Voilà. J'avais vu un truc il n'y a pas longtemps avec une maman qui disait qu'il y avait un homme qui avait abordé sa fille dans la rue, alors qu'il y avait plein de gens, et sa fille a 14 ans, et il arrive vers elle pour lui demander, je sais plus où est le métro, enfin bref. Et la mère s'est directement interposée, non, c'est bon. Et puis sa fille dit, mais pourquoi tu t'es interposée ? Elle dit, un adulte n'a pas besoin de demander à une enfant de 14 ans où se trouve le métro. Il y a d'autres adultes autour. Et donc ça, c'est de rappeler, c'est toujours aussi de nouveau un peu le truc de « est-ce que tu peux m'aider ? J'ai un problème, j'ai besoin d'aide. » On fait appel à l'empathie de l'enfant. Ouais. Voilà, on amène l'enfant. Non, un adulte n'a pas besoin que tu l'aides avec ses problèmes d'adulte. Il peut trouver un autre adulte. C'est quelqu'un qui respecte, si c'est en dehors de la maison, qui va respecter les règles de la maison aussi. Voilà, on a des règles. Si c'est la babysitter et que t'es partie en disant elles ont mangé, voilà, il y a pas de il y a plus besoin de dessert, quoi que ce soit, et que dès que t'es partie, la personne dit mais c'est pas grave, tiens, voilà des cookies, de la glace et tout. Non. Ouais. De nouveau, la personne n'a pas respecté les règles. Donc ça va être vraiment des personnes qui vont répondre finalement à tous ces critères-là, et on va faire cette liste avec les enfants. Est-ce que, oui, voilà, maman fait partie des personnes de confiance. Ça peut être peut-être l'enseignant ou l'enseignante. Ça peut être la voisine, parce que on a un bon... parfois, elle garde les enfants, il y a une bonne connexion, on comprend. Certains des grands-parents, etc. Et on va les nommer. On peut même faire un petit peu ce dessin de faire vraiment... On les compte sur les doigts d'une main, donc littéralement, on fait un dessin de la main et on va aller dessiner sur chaque doigt les adultes de confiance. Et puis, on peut même prendre ce petit poster et aller l'afficher dans la maison, parce que ça fait aussi, d'une certaine façon, si on a à la maison un poster qui indique bien quels sont les adultes de confiance, n'importe quel autre adulte qui se retrouve chez toi dans l'environnement voit aussi que tes filles, elles ont ces informations, elles ont leur personne de confiance. Ce sont des enfants qui sont outillés. Et c'est aussi un signe, d'une certaine façon, que ces enfants le savent comment prendre soin de leur corps, comment se défendre, à qui aller en parler, quelles sont leurs ressources. Et puis, on peut revoir ces personnes, parce que ça se peut que ça change. Donc, on peut revoir ça régulièrement. Et ces personnes de confiance, c'est aussi des personnes, s'il arrive quoi que ce soit, à qui on peut aller leur parler
tout en sécurité, en sachant qu'on va être entendu, qu'on va être cru, qu'on a notre place d'enfant qui va être respectée. Tout à fait. Donc, c'est les personnes chez qui on peut aller parler s'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça, tout à fait. Enfin, le point hyper important, c'est que c'est une personne qui te croit et une personne qui t'écoute. Donc, si jamais il se passe quelque chose, si j'en ai besoin d'aide, on va aller voir cette personne, on va aller voir cet adulte-là et dire je sais que si je parle à cet adulte, cette personne va m'écouter. Ce que je dis parfois aux enfants, c'est que si jamais on a été parler à un adulte, que cet adulte n'a pas pu nous aider, c'est pas grave. On va en parler à un autre adulte. Mais c'est vrai d'avoir ce cercle-là. Et puis, au-delà même de la prévention des violences, de dire parfois, tu sais, tes enfants, ils grandissent, il y a des trucs avec lesquels ils sont mal à l'aise ou de nouveau, peut-être, on a grandi, peut-être qu'on est des mamans à la maison, puis il n'y a peut-être pas de papa, et donc il y a un autre adulte de confiance qui est un homme à qui, si c'est un garçon, il peut aller poser des questions, il est plus à l'aise d'en parler à telle personne. Enfin, c'est d'avoir aussi plus de ressources si on a peur peut-être que... où il y a un sujet où on est moins à l'aise d'en parler à la maison, on a une autre personne à qui on peut poser ces questions. Et on s'assure qu'on a plus de ressources que juste finalement ce qu'on a à la maison. Donc ces personnes de confiance, elles permettent de récupérer, d'accueillir la parole de l'enfant. Elles sont pas figées dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas parce qu'on a mis mamie, tata et le grand cousin que c'est pour la vie. Elles peuvent bouger et c'est pas non plus. Ça veut pas dire que celles qui ne sont pas de confiance, on ne les aime pas ou on les aime moins. Ouais. C'est juste apprendre à l'enfant qu'il y a des personnes qui sont ressources auprès de qui on peut aller, demander de l'aide, parler et être écouté. Et cru, surtout. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est les personnes en qui toi, tu as confiance aussi. Que oui. Tu sais un peu. Exactement. Alors, c'est le cauchemar de tout parent. Mais si un jour, il se passe quelque chose, comment faire pour que notre enfant, il ose nous en parler ? C'est d'avoir cet environnement d'ouverture. On sait, on peut en parler. Donc, il y a toutes les choses dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, bien entendu, on rappelle, ton corps t'appartient. C'est jamais de ta faute. Donc, s'il y a quelqu'un qui a demandé à toucher, qui a regardé, on leur apprend, on a dit tout à l'heure, j'ai le droit, on dit non, stop, je pars et tout. Si t'as pas dit non, si t'as pas dit stop, c'est pas grave. Parfois, on a peur, on est figé aussi quand on a peur. Donc ça, c'est aussi d'expliquer, ça peut être une réponse normale. Donc si jamais il s'est passé quelque chose, je veux toujours que tu viennes m'en parler, même si t'as pas pu réagir sur le moment même. Et de façon plus globale, c'est aussi d'assurer que on prend les choses au sérieux quand l'enfant vient nous parler, en dehors des agressions. Ça peut être, il y a telle personne qui m'a embêtée à l'école, qui m'a fait un croche-pied, etc. Et dire, ça va, c'est pas bien grave. C'est les enfants, ou alors c'est les garçons. Voilà, les garçons sont comme ça. Et de balayer un petit peu finalement quand un enfant, quelque chose pour l'enfant qui est hyper important, qui dit c'est passé ça, ou alors il y a telle personne qui a été méchante, qui m'a dit telle chose et dire c'est des trucs d'enfant, c'est pas grave, ça va passer. Si systématiquement en fait on balaye toujours quand l'enfant vient nous parler d'un problème, il va se dire peut-être que si je viens avec ce problème, ça va de nouveau être balayé. Si je dis on a touché cet endroit-là de mon corps, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, de quoi est-ce que tu parles. Donc il faut vraiment comprendre que l'enfant sait que si on vient avec un problème, on va être écouté, l'émotion va être accueillie à ce moment-là. Puis c'est ça fait partie de vraiment l'éducation positive en général, mais que c'est un espace dans lequel on peut venir parler, on sait qu'on va être écouté. Donc la confiance, ça se travaille au quotidien, ça s'instaure, ça se nourrit. C'est aussi des conversations, de savoir qu'on peut échanger, qu'on a du temps pour être entendu. Et voilà, c'est ce qui va aider nos enfants à se lancer, à pouvoir nous parler. C'est un truc que moi j'ai mis en place avec mes filles. Je leur ai toujours dit. Bon, déjà, j'écoute tous les petits bobos qui leur arrivent à l'école, les peines de cœur, etc. Mais ça commence comme ça, parce que plus tard, à l'adolescence, et puis plus tard dans leurs relations futures, qu'est-ce qui me dit qu'elles n'auront pas des relations abusives ? Donc prêter l'oreille, être là et accueillir, c'est aussi notre rôle de parents. Et là où je voulais en venir, c'est sur le fait que je leur ai dit, je vous crois. Votre parole, à vous enfants, elle n'est pas moins importante parce que vous êtes petits. Elle est même plus importante pour moi que la parole d'un adulte qui peut manipuler, qui est beaucoup plus habitué à ça et à mentir. Un enfant, quand vous me racontez quelque chose, ça a énormément de valeur et je l'écoute. Et à la maison, c'est instauré. Alors des fois, ça fait un peu bondir mon mari. Parce que des fois, elles viennent me dire « Ah, papa, il m'a mis un coup !» Alors papa, il a mis un coup sans faire exprès en rangeant la vaisselle. C'était pas volontaire, mais elles arrivent et moi, je les accueille. Et donc voilà. Mais elles ont
grandit en sachant qu'elles sont crues. Mhm. C'est tellement important de grandir en se disant, ma parole d'enfant, elle est écoutée. C'est ça. Si elle est prise au sérieux, on t'écoute. Si tu viens, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir le retour de l'adulte ou de savoir. On part de l'enfant et de son ressenti et on travaille là-dessus. Quels sont les signes sur lesquels on doit être vigilant dans les manifestations de l'enfant qui a subi une violence ou même chez le bébé? Quels sont les signes qu'on peut observer et auxquels on doit faire attention? En fait, en général, que ce soit les violences sexuelles, tout type de violence, ça va être dans les changements de comportement de l'enfant. Donc, ça peut être des changements de comportement face au sommeil. Ça peut être que l'enfant, veut plus être laissé seul. Alors, ça allait avant, puis là, ça va plus du tout. Qui veut vraiment plus du tout qu'on le change, qu'on le touche, d'être laissé avec certaines personnes. Des changements, comme j'ai dit, de la nourriture, le sommeil. Vraiment de changements de comportement. Un enfant qui s'isole tout d'un coup, qui était plutôt extraverti. Donc, d'être assez attentif. Si on remarque qu'il y a des cauchemars, il y a des choses qui arrivent. Et derrière, d'aller poser des questions, de rappeler de nouveau. Pas de dire, est-ce que quelqu'un... pas forcément de but en blanc, mais de rappeler aussi, de rappeler le consentement, le corps, que personne n'a le droit de toucher, les parties qui sont privées du corps, de ramener ces conversations et d'amener, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui touche cette partie-là de ton corps ou essaie, tu peux venir m'en parler, ce sera jamais de ta faute, ce sera jamais contre toi, finalement, et d'aller expliquer qu'on a cet espace pour accueillir l'enfant. Donc, on repère ces signaux qui peuvent être aussi synonymes d'autres choses. Je sais pas qu'à l'école, on se fait embêter, c'est de manière assez générale. Ou même, ça peut être, un déménagement qui peut occasionner ce genre de choses. Mais dans le doute, quand on a observé ces signaux-là, on vient poser des questions ouvertes, si possible, et où on instaure une conversation à l'enfant pour savoir si tout va bien, ce qui le chagrine, s'il y a quelque chose avec lequel il est mal à l'aise, etc., pour voir ce qu'il y a derrière. C'est ça. En t'écoutant, je peux pas m'empêcher de penser à ces parents qui nous écoutent eux-mêmes et qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'inceste durant l'enfance. Et selon le rapport de la Civise qui a été publié en 2023, nous sommes, et je m'inclus dedans, et ça on le verra dans l'épisode solo, 5,6 millions d'adultes à avoir été victimes d'inceste durant notre enfance, en France en plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Tessie, qu'il n'est jamais trop tard pour en parler, que l'on ait été victime ou bien témoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bien entendu il n'est jamais trop tard pour en parler, qu'on peut en parler, qu'on a le droit d'être entendu, qu'on a le droit justement d'être cru, comme tu l'as dit, qu'on dise oui, ça t'est arrivé, ça arrive, et de nouveau, que c'est pas quelque chose qui est rare. Malheureusement, on sait que ça arrive. Et ça découle aussi d'un rapport qu'on a à l'enfant, d'imposition, que l'enfant n'a pas le droit de parler, qu'on ne le croit pas, de dire non, mais tu as le droit d'être cru. Alors je pense qu'en France, il y a tout un problème au niveau de la justice où il y a prescription, etc. Mais même au-delà de ça, on a le droit d'en parler. Et c'est vrai que souvent, quand c'est au niveau de la famille, c'est le plus difficile parce que y a beaucoup de personnes qui se taisent au niveau de la famille. Et comme tu l'as dit, même si on a été témoin, de dire oui, en fait, c'est vrai, c'est arrivé, je l'ai vu, j'ai entendu, on m'en a parlé, puis je savais pas comment réagir à l'époque. Même ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis. Je pense que on a entendu des trucs où, même moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans, à l'époque, on savait pas, tu vois, t'as entendu des trucs, tu dis c'est normal, puis personne m'en parle, puis on t'explique pas que c'est pas normal. On ne savait pas à ce moment-là. Et que c'est OK de dire, oui, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et c'est tout, finalement, le MeToo aussi, c'est de dire, oui, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Et ça arrive de façon plus insidieuse qu'on le pense, comme on l'a dit, dans les cercles proches autour de nous. Dans ces cas-là, on en parle. On peut aussi peut-être aller voir un psychologue ou une psychologue pour venir déposer tout ça, connaître peut-être la marche à suivre ou les outils qui vont nous permettre aussi de nous délester, de penser ces blessures-là. Oui, je pense que tout le monde a un chemin différent par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, après, justement, quand on parle de prévention des violences ensuite, en tant que parent, en tant qu'adulte, de décider aussi comment est-ce qu'on va en parler, si c'est un sujet qui est difficile à aborder, justement, de ne pas hésiter à demander de l'aide.
Parce que voilà, il peut y avoir ces triggers, un peu ces déclenchements où on a de la difficulté si justement il y a quelque chose qui est mentionné ou des enfants qui jouent puis qu'il y a voilà, tout d'un coup il y a un enfant qui était curieux qui a enlevé le pantalon et qu'on ne sait pas comment réagir dans ces situations-là. Alors pas dire que c'est ok, hein, mais de pouvoir accueillir la situation avec l'enfant et d'en parler. S'il y a des triggers comme ça, de se dire aussi, c'est ok de demander de l'aide, d'avoir, comme on a dit, les autres adultes de confiance, éventuellement un coparent qui peut être présent pour nous accompagner là-dedans et pour en parler si c'est un sujet qui est encore difficile à aborder. Ok. On vient de parler du rôle clé de dialoguer avec nos enfants dès tout petits, de l'intimité, du consentement et ces sujets à initier par des petites conversations par le parent. Mais en France, à l'école, elle a également, l'école, un rôle à jouer. En France, les cours de vie affective, relationnelle et sexuelle sont entrés dans le programme scolaire dès la maternelle et ça jusqu'au lycée. C'est tout récent. Pourquoi ça soulève autant de vives réactions de la part de certains parents et surtout pourquoi c'est capital. Oui, en fait, on pourrait faire un épisode en entier sur pourquoi est-ce que ça rend plein de monde très, parents pas contents sur ce sujet. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que oui, on en parle à la maison. C'est pas tous les parents qui en parlent à la maison, déjà. La première chose, on l'a vu, ça se passe dans le cercle familial. Donc, s'il y a des enfants qui sont victimes dans le cercle familial, ça permet à ces enfants de le savoir, d'être au courant, d'avoir reçu les informations. Mais au-delà de ça, toi, tu as éduqué tes enfants, tu leur as expliqué plein de choses. Elles arrivent à l'école, elles se retrouvent à être l'enfant ou les deux enfants que je vois dans les classes qui connaissent les choses, qui peuvent l'exprimer, qui savent s'imposer. C'est pas normal non plus pour tes enfants que finalement elles se retrouvent les seules à devoir éduquer tout le reste de la classe sur le respect de leurs limites, du consentement, du corps, de comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est ça aussi, c'est que l'enfant comprend que c'est un sujet qui est pas tabou, c'est un sujet dont on peut parler à la maison, c'est un sujet dont on peut parler en société. Et tous ces piliers-là, ils sont vraiment, c'est fondamental. Et bien entendu, les sujets qui sont abordés à l'école, de la même façon dont on a parlé aujourd'hui, c'est adapté, c'est progressif, on y va par couche. De nouveau, on a des conversations qui sont adaptées à l'âge. On ne parle pas de choses de sexe avec des jeunes enfants, pas du tout. Il y a beaucoup de désinformations sur le sujet parce que je pense aussi que c'est toujours un petit peu le risque qu'on parle de l'identité de genre, des stéréotypes et puis que ça dérange un petit peu les boîtes qu'on a qui sont bien mises. Mais au-delà de ça, vraiment, il faut être rassuré sur le fait que le programme qui est installé en France, c'est un programme qui est similaire qu'on voit dans plein d'autres pays. C'est un programme similaire à celui que je suis au Canada. Et on y va petit à petit. Comme on en a parlé, c'est la sécurité, c'est le corps, c'est comment le corps fonctionne. Vraiment à la base. Puis c'est en parallèle avec les parents, donc ça fait quand même de l'information des deux côtés sur un sujet où finalement on peut pas instaurer un espèce de terreau malsain qui vont pouvoir être utilisés par les pédocriminels. Et donc c'est plus sécure, c'est toujours mieux d'avoir ces deux axes-là qui vont informer, qui vont permettre que ça soit pas tabou. Et ça ne fait pas que ça, ces informations-là, ces discussions-là, qu'elles soient à l'école comme à la maison. Quel impact on voit sur les enfants qui ont ces petites conversations avec les parents, qui ont ces informations-là même de la part de l'école, où il n'y a pas de tabou autour de la sexualité, du corps, qui sont informés. Qu'est-ce qu'on en voit vraiment comme impact de manière assez générale sur ces enfants-là ? Ouais, il y a plein de choses. Bien entendu, déjà, le fait de pouvoir imposer ses limites, donc de pouvoir exprimer qu'on a des choses qu'on veut pas. C'est au niveau des relations, que ce soit les relations amicales, plus tard les relations, éventuellement les relations amoureuses ou sexuelles, d'avoir les informations, de choisir. En fait, j'ai envie d'être avec telle personne. Je le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que j'ai envie, parce que je connais mon corps. Donc finalement, on voit même que ça a tendance à retarder les débuts sexuels, que ça même parfois fait diminuer le nombre de partenaires. Pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais simplement que finalement, on n'y va pas parce qu'il faut le faire ou parce qu'il y a la pression d'une personne, mais parce qu'on en a envie et parce qu'on veut connecter avec une personne en particulier. Ça permet de faire diminuer aussi la discrimination parce que c'est aussi tout le sujet au niveau des orientations sexuelles, l'identité de genre, de reconnaître que la personne que tu es, ton identité, les personnes de qui tu vas tomber amoureux ou pas tomber amoureux,
c'est OK. C'est OK. Et les personnes autour de toi, c'est OK aussi. Enfin, donc, en fait, on voit qu'il y a moins de discrimination, il y a moins de violence en général. Le bien-être aussi, de connaître ton corps, savoir comment il fonctionne, que si t'as tes règles ou des érections, t'es pas en catastrophe, que tu te sens pas mal à l'aise dans ton corps parce que tu dis, mon corps, il est pas normal parce que normal, je vois tous les corps, ils sont censés être comme ça. Non, tu comprends que ton corps, il est unique, il est parfait, il est normal. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont permettre de nous construire en tant qu'humains, de construire des humains qui sont bien dans leur basket, qui peuvent communiquer clairement sur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie, et d'écouter ce que les autres personnes leur disent aussi, sans le prendre personnellement. Donc, il y a plein de choses, ça a plein d'effets vraiment positifs, mais sur les relations, sur le bien-être, sur le rapport au corps, ça a vraiment des effets bénéfiques énormes. Donc ça va bien au-delà de la prévention des agressions sexuelles. Ça finalement, ça rayonne sur la vie de l'enfant et du futur adulte qu'il ou elle sera, quoi. C'est les rapports au corps. Enfin, je pense que tout le monde qui écoute peut se poser la question de se dire quels sont les trucs que j'ai appris beaucoup trop tard, ou les choses à laquelle j'étais hyper mal à l'aise, j'osais pas, je pensais que c'était comme ça, il fallait pas et tout. Et on se dit mais oh merde, si on m'avait dit que ça se passait comme ça, que j'avais le droit de dire non, que en fait oui je pouvais partir, que quelqu'un qui me fait sentir mal par rapport à moi-même, c'est pas de l'amour, hein, que c'est pas parce qu'on t'embête qu'en fait on t'aime vraiment bien, enfin toutes les bêtises du genre. Si on avait su ça plus tôt, on se dit mais comment est-ce que j'aurais pu me sentir mieux à tel moment, avoir des relations plus saines, enfin toutes ces choses-là. Et vraiment, si on sait pas par où commencer, ce que j'encourage les adultes et les parents à se poser comme question, c'est quelles sont les choses que tu aurais voulu apprendre en grandissant et quels sont les trucs que tu as appris trop tard. Et par-delà, te dire, oui, en fait, j'aurais voulu entendre que mon corps est normal, que ma vulve est normale, que mon pénis est normal, que la puberté, c'est chiant, c'est bizarre, c'est nul pour tout le monde. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, finalement. Merci Tessie pour ce moment génial ensemble. Merci Marie. Mage Podcast, mise à jour.